Bienvenue donc à tous et toutes dans ce webinaire d'introduction à la gouvernance partagée. Avec cette phrase un petit peu provocatrice, est-ce que ça fonctionne vraiment? Parce que certaines fois, on arrive à se poser la question d'une gouvernance différente, d'une gouvernance plus distribuée, plus partagée. Et puis, il y a certaines personnes ou certaines croyances qui nous font penser que c'est peut-être pas vraiment viable ou c'est juste un fantasme. Et puis l'idée finalement de ce webinaire, c'est de vous montrer que c'est pas un fantasme, qu'il y a un certain nombre d'organisations qui mettent déjà ça en pratique depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc, on va plutôt s'attaquer à la question comment ça fonctionne vraiment avec les grands axes principaux. Alors, ce webinaire, il s'adresse principalement aux personnes qui sont au niveau de la direction d'organisation, que ce soit associatif, entreprise, institutionnel ou autre. Des personnes qui sont porteuses aussi de projets, des membres d'une organisation de l'économie sociale et solidaire, qui est un pôle de l'économie qui s'intéresse passablement à ces questions de gouvernance partagée, des personnes qui sont coachs, facilitateurs, facilitatrices, au même titre que nous finalement à l'instant Z, et puis aussi dans les domaines des RH ou des chargés de formation dans les grandes organisations. C'est le type d'outils et de méthodologies qui peuvent être intéressantes pour vous et finalement des personnes aussi proches de la direction qui se font des réflexions autour de systèmes de management, de comment améliorer les systèmes et les fonctionnements au sein de l'organisation. Pour ma part, je m'appelle donc Benjamin Cléry, je viens du sud de la France, j'habite actuellement en Suisse avec ma famille à Bienne, pour les personnes qui connaissent. Ça fait bientôt 10 ans que j'interviens en tant qu'accompagnant, consultant, formateur au sein des organisations et 7 ans maintenant au sein d'Instant Z. Euh, voilà, j'ai donné plus de 50 formations, vu plus de 30 organisations différentes, que ce soit pour de l'accompagnement ponctuel ou de l'accompagnement sur le long terme. Et j'ai découvert en fait les outils de la gouvernance partagée après avoir lancé mon activité comme indépendant, comme plutôt coach d'équipe. Et puis en tant que coach, j'avais une vision un peu idéale de ce que c'était une équipe qui soit idéale pour moi, c'est-à-dire très efficace dans l'action et en même temps qui prenne soin de la relation et de l'humain. Et quand j'ai commencé, j'avais pas forcément des outils concrets pour cela, plus une vision. Et puis découvrir ces outils de gouvernance partagée m'ont permis d'amener cette pièce de puzzle manquante, c'est-à-dire les outils concrets, les outils méthodologies concrètes pour mettre en œuvre cette vision de l'efficacité, d'allier efficacité et qualité relationnelle en fait. Donc c'est ce que je vais vous présenter pendant ce webinaire. Donc deux mots sur nous à l'instant Z, ça fait bientôt 10 ans qu'on existe. On a 4 pôles pour libérer le potentiel de votre organisation. C'est un peu notre punchline, dans le sens où on libère le potentiel de chaque individu dans l'organisation et que du coup on décuple la capacité de l'organisation dans son ensemble. On a 4 pôles, le pôle gouvernance partagée en tant que tel avec la formation et l'accompagnement, un pôle people and culture pour la partie RH stratégique, quel que soit finalement le système de gouvernance dans lequel vous êtes. Un pôle coaching et médiation pour de l'accompagnement plutôt individuel et de la gestion de conflits et puis un pôle intelligence collective pour notamment des interventions sur des grands groupes pour mobiliser l'intelligence collective de différentes parties prenantes. Voilà, et depuis 2016, notre création, on a formé plus de 3000 personnes, accompagné voilà, plus de 80 organisations, et nous sommes 7 personnes réparties entre la Suisse et la France actuellement. Voilà un petit peu nos visages. Donc en fonction, quand vous prenez contact avec nous, de où vous êtes situé, vous allez prendre contact avec l'une ou l'autre de ces personnes. Alors, pour commencer, j'aime bien faire ce petit retour en arrière sur David Dreyer, qui est donc un des membres de l'Instant Z, qui est un des cofondateurs de l'Instant Z, sur son parcours professionnel. Il a été actif dans plein de différents, j'ai envie de dire, plein de différents milieux et types de professions, notamment dans des structures plutôt classiques, dans le domaine de l'informatique classique en termes de management du coup où bah voilà il suivait un petit peu les indications de ses chefs et puis David est quelqu'un de très créatif quand il avait des idées pour améliorer les choses, pour faire différemment, pour créer de nouvelles choses. Il s'est retrouvé assez souvent coincé dans ce type d'organisation. Ensuite il a vécu un changement de métier, il est allé vraiment dans un milieu beaucoup plus alternatif qui est le milieu du cirque
où là, il a vécu un autre extrême finalement. C'est pas celui du chef qui décide de tout, mais c'est celui du groupe qui décide de tout tous ensemble. Et il s'est retrouvé, ben voilà, on sortait des inconvénients du système plutôt pyramidal, mais on se retrouvait dans les autres inconvénients, qui est celui de vouloir tout faire tous ensemble, qui peut être assez pénible. On y reviendra. Et donc, en fait, pendant tous ces différents parcours qu'il a pu avoir, il avait systématiquement en tête une posture un petit peu méta sur ce qui se jouait, ce qui se passait en termes d'organisation, de fonctionnement. Et il s'est formé, il a exploré différentes méthodologies, dont l'holacratie, le dragon dreaming, voilà, pour les personnes qui connaissent. Mais en gros qui permettent justement d'aller chercher l'efficacité des outils pour amener de l'efficacité là où il y en a besoin et des outils pour soigner la collaboration, la participation, le faire ensemble, là où c'est aussi pertinent. Et finalement, c'est là-dessus qu'est né l'instant Z, c'est dans ce juste milieu entre quelque chose de trop pyramidal et quelque chose de trop horizontal finalement. Donc pendant ces 40 minutes que j'ai devant moi, je vais vous partager les 5 éléments qui pour moi sont assez disruptifs par rapport au système de management traditionnel. Donc 5 éléments qui viennent un petit peu mettre de la couleur sur qu'est-ce que c'est très concrètement la gouvernance partagée. Les 6 réunions de base qui permettent de mettre en place cette approche intégrale de la gouvernance partagée. Et puis, finalement, en fin de présentation, on reviendra sur les 4 obstacles qui retiennent la plupart des organisations de faire le pas. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez identifié un certain nombre de problématiques ou de situations auxquelles vous êtes confrontés et auxquelles vous souhaitez répondre avec certains outils de la gouvernance partagée. Et puis, ce serait trop bête d'en rester finalement à juste ce webinaire-là. Donc, je vous inviterai aussi à faire un prochain pas pour aller de l'avant suite à ce webinaire. Et puis on se prendra un temps de questions-réponses. Donc comme je disais, je vais aller assez vite, je vais essayer de rester succinct, de ne pas mettre trop de mots. C'est un exercice assez difficile, mais voilà, soyez pas surpris. Le but c'est de faire un tour d'horizon. Euh, et puis il y a des choses que vous allez capter, des choses que vous n'allez pas forcément bien comprendre, et c'est finalement OK et normal. On verra par la suite comment vous pouvez approfondir ce qui a besoin d'être. Je me rends compte en parlant que voilà, je vais pas être super attentif au chat en fait. Donc si vraiment vous avez besoin d'intervenir, n'hésitez pas à prendre la parole, à lever la main, à allumer votre micro ou autre. Donc première partie, le moyen de libérer tout le potentiel de votre organisation. Qu'est-ce qu'on entend par libérer le potentiel de l'organisation? J'en ai parlé tout à l'heure, c'est libérer le potentiel finalement de chaque personne au sein de l'organisation. Donc une organisation où chaque personne se sente reconnectée à son pouvoir d'agir. Plus être en mode passif, mais être en mode actif, proactif, que ce soit tant dans sa posture personnelle que dans l'environnement qui m'est donné et qui me rend capable justement d'agir en fait. Être responsable et autonome, être au service d'une organisation qui a du sens, donc se reconnecter au sens, se sentir soutenu par ses collègues et par la structure en tant que telle, et puis être valorisé dans ses talents autant que dans ses compétences. Voilà, compétences acquises, les talents, c'est de l'ordre de l'inné. Euh, voilà, valoriser ces éléments-là. Donc pour arriver à ça, ben finalement, en termes de gouvernance, comment ça joue cette histoire, comment ça fonctionne. Et pour comprendre un peu ça, je prends cette illustration du donut pour montrer c'est quoi un peu les différents types de gouvernance et comment la gouvernance partagée se distingue des autres types de gouvernance. Vous allez voir pourquoi l'image du donut dans un instant. Euh, donc, si on prend l'image d'un cercle pour visualiser ou imager notre organisation, dans ce cercle, il y a différents carrés. Vous voyez ici les carrés jaunes, le carré rouge. Dans une gouvernance de type pyramidal, on aura, pour caricaturer hein, les choses, bien entendu, on a un gros carré rouge là au milieu, c'est finalement le chef, ou l'équipe de chefs, vers lesquels tous les membres de l'organisation, de l'équipe se tournent pour savoir si je suis dans la bonne direction, si c'est OK de faire comme ça. Pour passer une info, je ne sais pas trop à qui, donc je la passe au chef, puis lui saura bien voir à qui la transmettre, etc. Donc c'est l'axe central de la roue. Ce qui est pratique dans ce type de gouvernance, c'est que les règles du jeu sont assez simples. Pour caricaturer, en gros, c'est demande à ton chef. C'est ça les règles du jeu. Maintenant,
Il y a un certain nombre d'écueils de ce type de gouvernance, notamment il y en a deux principaux pour lesquels nous, on vient nous chercher pour aller vers la gouvernance partagée. Le premier, c'est la surcentralisation des tâches au niveau des casquettes de manager, de responsables d'équipe. Donc des managers qui se retrouvent à devoir faire beaucoup trop et qui n'arrivent pas à suivre. Et puis la déresponsabilisation. Oui, il y a plein de choses qui marchent pas, mais finalement, à part râler à la machine à café, j'ai du mal à transformer ça en quelque chose de concret à améliorer au sein de l'organisation, que ce soit au niveau de ma posture personnelle ou au niveau du système qui ne me permet pas finalement de faire des propositions de changement. Donc au vu de ces deux écueils principaux, puis il peut y avoir aussi bien entendu des abus de pouvoir, je ne vais même pas là-dedans, mais c'est évident que ça pourrait aussi faire partie de ce genre de structure. Un certain nombre de groupes, et notamment dans les milieux alternatifs, ont choisi de balancer cette casquette de chef par-dessus bord. Et c'est là qu'on se retrouve avec notre donut, on a un trou là au milieu. Le souci pour nous, c'est que si on s'arrête là, à juste balancer la casquette par-dessus bord, on a deux écueils de nouveau devant lesquels on se retrouve. Le premier, c'est celui-ci, c'est l'autre extrême dont je vous parlais tout à l'heure, c'est à chaque fois que je veux faire une action, prendre une décision, au lieu de me tourner vers le chef, je me retourne vers le groupe. Je vais chercher la légitimité auprès du groupe au lieu de chercher la légitimité auprès du chef. Puis là, on peut imaginer les inconvénients que ça représente, notamment l'inertie, le manque de capacité à agir, à être efficace finalement, parce qu'à chaque fois, on doit se confronter au groupe, et puis on peut partir du principe qu'il y aura toujours une personne dans le groupe qui va lever la main pour nous dire que notre idée, en fait, ça joue pas, qu'il y a probablement des soucis avec ça, que dans le passé on a essayé, puis ça n'a jamais marché. Donc pour en gros nous mettre des bâtons dans les roues. Deuxième risque, si on envoie juste cette casquette par-dessus bord, cette casquette de chef par-dessus bord sans rien faire d'autre, c'est qu'on s'éparpille. C'est ce qu'on peut appeler la duocratie, c'est-à-dire le pouvoir aux personnes qui font. C'est moi qui fais ça, donc je décide, hop, je vais dans cette direction. Le risque là, si on n'a rien pour s'aligner les uns les autres, c'est qu'on part tous dans des directions différentes. C'est très, comment dire, très agile à l'extrême et très efficace, mais complètement désordonné et désaligné. Et au bout d'un moment, on va se retourner, on va se regarder, on va se dire, mince, mais en fait, on est parti dans des directions tellement différentes qu'on s'est perdu. Donc l'idée d'un système de gouvernance en gouvernance partagée, c'est de mettre au centre de ce donut, finalement, un ensemble de règles du jeu qui ne soient pas de l'ordre d'une personne, comme le chef, mais de l'ordre enfin, de tout plein d'éléments sur lesquels peuvent se reposer les membres pour s'assurer de tirer ensemble dans une même direction. En fait, pour s'assurer d'être euh, autonomes dans leur travail, mais sans pour autant se perdre chacun en allant dans une direction qui est complètement différente, en étant des électrons libres finalement, se permettre d'être autonome tout en tirant ensemble dans la même direction. Tous ces éléments, c'est un peu ce que je vais vous montrer. Il peut y avoir la raison d'être de l'organisation, il peut y avoir une stratégie qui est claire et qui est posée, il peut y avoir des rôles qui sont bien définis et bien distribués. Euh, et tout un tas de règles de fonctionnement. En fait, on peut faire le parallèle avec le code de la route. Le code de la route, finalement, c'est un ensemble de règles du jeu pour savoir comment je dois me comporter quand je conduis la voiture et pour éviter que ce soit trop le bazar et qu'il y ait besoin d'une tour de contrôle finalement pour donner les instructions à tout le monde. Je vois une main qui se lève. Oui, il faut rallumer votre micro. Ah oui, vous parlez, mais il y a le micro qui est éteint. Voilà, c'est bon. Je voulais savoir si on peut le mettre en parallèle avec comme le système de la Confédération suisse. Oui, ça va dans cette direction-là. C'est un système démocratique finalement pour l'organisation, effectivement. Euh, Donc, je reviens, je peux approfondir par la suite. Là, je vais exprès un peu vite, mais on pourra approfondir si besoin suite à la présentation. Donc concrètement, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on met au centre de ce donut? C'est là où j'amène ces cinq éléments que j'appelle disruptifs, dans le sens où pour moi, ils font vraiment un avant-après avec les systèmes qu'on connaît. Donc ces cinq éléments, pour les lister dans un premier temps, c'est les décisions, le rôle du manager, les rôles en général, la notion d'agilité et la notion de hiérarchie. Au niveau des décisions, ce qui se passe, c'est que plutôt que de choisir un mode de décision unique, et on fait comme ça partout dans l'organisation, on va se former, on va être attentif à connaître les différents modes de prise de décision qui existent, et selon la situation, on va utiliser le mode qui est le plus adapté.
Ici, si notre organisation est représentée par un arbre, quand on parle des racines de notre organisation, notre raison d'être, nos valeurs, des choses comme ça, ben en fait, on va prendre le temps d'en discuter, de s'aligner et donc de faire des décisions de l'ordre de décisions collectives, que ce soit du consentement, du consensus, pour vraiment tout le monde soit engagé derrière la prise de décision et on est OK de prendre du temps pour ça, parce que c'est important en fait. C'est là-dessus que repose tout le reste. Mais à l'autre extrême, si on est vers les feuilles de l'arbre qui représentent l'action, l'opérationnel, le terrain, ben là, on n'a pas envie de décider tous ensemble. C'est complètement inefficace en fait. Donc on va se faire confiance et se distribuer les autorités les uns les autres pour que dans nos domaines de compétences et là où on est actif sur le terrain, ben, on puisse aller de l'avant tout seul sans systématiquement revenir vers le groupe. Et puis il y a des intermédiaires avec la consultation, avec le vote. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour dire que au lieu de choisir un mode de prise de décision, par exemple, on fait tout autoritaire ou on fait tout tous ensemble, eh bien, on va utiliser les différents modes selon les types de situations dans lesquelles on se trouve. On va utiliser l'un plutôt que l'autre. Deuxième élément, c'est le rôle du manager. L'idée de base, c'est de se dire que une casquette de chef d'équipe, de responsable d'équipe, de coordination, de manager, elle va souvent cumuler beaucoup de tâches de l'ordre structurel, c'est-à-dire distribuer le travail, animer les séances, se souvenir un petit peu des PV passés, euh, créer les budgets, distribuer les budgets, faire le suivi des collaborateurs dans leur carrière, faire le lien entre la direction puis l'équipe et inversement, etc., etc. Souvent, nous, on fait cet exercice avec les équipes et on voit que la liste est longue. Et puis l'idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles et de se dire finalement, c'est pas obligatoire que toutes ces tâches structurelles, c'est pas des tâches concrètement opérationnelles qui nous permettent de faire le job, c'est des tâches qui nous donnent le cadre pour que le job puisse se faire. Finalement, ces tâches, elles peuvent être réparties. Donc, elles peuvent être scindées en différentes casquettes qui, elles, sont réparties au sein de l'équipe. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus du tout de responsable d'équipe. C'est ce nous, on va appeler ça le lien pilotage ou le pilote de l'équipe. Mais ça veut dire qu'on a épuré ou allégé, finalement, au strict minimum, c'est-à-dire vraiment cette vision globale de la mission de l'équipe, cette attention générale et cette attention aux individus. Et on va se cantonner à ça, et le reste, on va essayer de le déléguer aux autres membres de l'équipe aussi pour les responsabiliser dans ces éléments structurels de l'équipe. Donc on a le rôle facilitation, par exemple, pour animer les séances, les prises de décision, le rôle mémoire, pour prendre note du PV, se souvenir des décisions passées, faire appel aux fiches de- qui formalisent nos modes de fonctionnement au sein de l'équipe. Et puis on peut distinguer le lien pilotage du lien représentation, c'est ce qu'on appelle le système de double lien. En gros, il y en a un qui se concentre sur faire redescendre les besoins de l'équipe plus grande ou de la direction ou du reste de l'organisation au sein de l'équipe, et l'autre qui se concentre, le lien représentation, qui se concentre de faire remonter les besoins de l'équipe auprès de l'équipe plus grande de l'organisation. Voilà, ça c'est des exemples, c'est un point de départ de rôle structurel, mais il peut y en avoir d'autres selon vos situations. Troisième élément, c'est les rôles en général, qu'on va appeler ici les rôles opérationnels. C'est comment on se distribue les tâches. Donc là, on prend ça de la méthodologie de l'holacratie. C'est vraiment un super outil pour se distribuer les tâches de manière, comment dire, agile, flexible et synthétique et pertinente. Donc de nouveau, on va chercher un équilibre entre, on n'a pas défini en gros qui fait quoi, ou alors il y a juste des titres dans les assos, certaines fois on peut avoir ça. Telle personne en charge de la communication, telle personne en charge de la recherche de fonds, voilà, mais en gros on n'a pas défini ce qu'on attend là derrière. Et puis à l'inverse, on peut avoir une longue liste de tâches dans des cahiers des charges qui font 5, 6, 7 pages, où on enferme les gens finalement en leur disant précisément comment ils doivent faire leur job, alors même qu'on les a embauchés pour leurs compétences et leur diplôme. Donc c'est un peu paradoxal. Donc là, l'idée, c'est d'avoir plusieurs fiches de rôle de ce type-là euh, par personne. Donc au lieu d'avoir un cahier des charges de 7 pages, j'ai 5 ou 6 rôles différents qui sont des petits bouts et dans lesquels on a enlevé tout ce qui n'est pas nécessaire de mettre. On me dit pas comment je dois faire mon travail, parce que je pars du principe, les gens partent du principe que je sais faire. On me dit par contre pourquoi mon travail est important, ce qu'on appelle la raison d'être. Qu'est-ce que je fais en deux mots, mais pas comment je dois le faire, c'est qu'est-ce que je fais en deux mots et pourquoi c'est important. Ici, dans le rôle entretien, assurer la propreté de nos locaux pour que les participants passent un moment agréable chez nous. Donc c'est très succinct et ça reconnecte à la profondeur du pourquoi. Des rôles pragmatiques où on va préciser dans les attendus des tâches que les autres attendent de moi. On va pas me dire comment faire mon travail de nouveau, mais juste si c'est pas fait, ça,
bah là, il va y avoir un souci. Donc ça, on le précise, on le formalise, on l'écrit noir sur blanc. Et finalement, des domaines d'autorité, ce sur quoi je peux décider seul dans le rôle qui m'est confié. Et c'est là qu'on va distribuer l'autorité, en fait, à travers ces fiches de rôle. Voilà. Donc, c'est des fiches de rôle qui sont responsabilisantes, qui sont flexibles, parce qu'on va pouvoir se les repasser les uns les autres. Quand il y a quelqu'un qui part 6 mois en arrêt pour une raison ou pour une autre, ben, on peut regarder les 5 fiches de rôle. Il y en a 2 qu'on peut geler, et puis 3 qu'on peut se répartir comme ça entre les personnes qui restent, finalement. Et c'est assez pratique. Et puis, c'est évolutif. L'idée, c'est de pas imaginer qu'on les définit une fois, puis après c'est terminé. En fait, systématiquement, on peut revenir sur l'une ou l'autre des fiches pour les faire évoluer en fonction de bah, notre environnement qui a changé, nos besoins qui ont changé, la dynamique d'équipe qui a évolué, etc. Quatrième élément, c'est la notion d'agilité. Donc là, on est plus sur une dimension de posture que d'outils. Qu'est-ce qu'on entend par agilité? On entend la technique des prochains petits pas. Je m'explique. Dans une situation d'équipe, souvent on a ça, comme on voit là à l'image, c'est-à-dire une personne dans l'équipe ressent une tension. C'est un écart entre ce qui est aujourd'hui, ce qui pourrait être, et c'est représenté ici par un petit trou. Et puis les autres, ils ne le voient pas forcément parce que ben, on vit des choses différentes face à une même situation. Mais qu'est-ce qui se passe si cette personne amène cette tension aux autres en disant, voilà, moi j'ai un souci vis-à-vis de ça? Bien souvent, on tombe dans le syndrome de la meilleure idée. C'est qu'on y va, chacun et chacune de sa meilleure idée. Ah ouais, on pourrait acheter un hélicoptère, construire un immense pont, louer une grue, etc. pour passer ce petit trou ici, alors que bien souvent, une petite planche suffit. Une petite planche suffit pour me permettre de passer ce trou, de passer cette tension, de la résoudre pour le moment. Alors peut-être c'est pas suffisant, mais peut-être que ça l'est. Donc l'idée c'est de se dire s'il n'y a pas de risque à poser cette planche, ben on va pas t'empêcher d'y aller. Par contre, si on voit que c'est pas suffisant par la suite, ben on reviendra dessus, on la consolidera, on construira peut-être un pont ou on passera peut-être à l'hélicoptère à ce moment-là. Mais dans un premier temps, on ne veut pas te bloquer tout de suite dans la résolution de ce problème. Donc c'est être orienté solution. Donc cette notion d'agilité, c'est chercher le prochain petit pas plutôt que la solution parfaite, idéale. Euh, Se permettre le droit à l'erreur. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a un risque à poser cette planche? S'il n'y a pas de risque majeur, ben on va y aller. Puis ma foi, si ça joue pas trop, ben, c'est pas très grave, on peut revenir dessus. C'était pas un risque majeur. Et d'éviter le syndrome de la meilleure idée. Donc ça sous-tend un petit peu cet état d'esprit, un petit peu tous les outils de la gouvernance partagée, l'approche de la gouvernance partagée. Cinquième élément que j'ai sélectionné pour illustrer un petit peu la différence entre la gouvernance partagée et les autres modes de gouvernance, c'est la notion de hiérarchie, qu'est-ce qu'on met là derrière. Donc déjà, casser un mythe, en tout cas, c'est pas notre vision à l'instant Z. Quand on parle de gouvernance partagée, on ne parle pas d'une gouvernance où il n'y a plus de hiérarchie, qui pourrait être une vue de la gouvernance horizontale. Nous, on part du principe que la hiérarchie, c'est nécessaire, surtout quand on est nombreux. Donc un système de représentativité, on parlait d'un système démocratique, effectivement. Donc dans une grande organisation, c'est bien d'avoir des représentants des différents groupes qui s'y trouvent, des différentes équipes. Par contre, ce qui va changer, c'est qu'on va passer d'une hiérarchie de personnes, comme on a ici à gauche de l'image sur nos organigrammes traditionnels, avec Benjamin qui est ici, en dessous de lui, il a un certain nombre de personnes, au-dessus, il a un certain nombre d'autres personnes, à une hiérarchie de rôle. C'est-à-dire que Benjamin, ici, le petit bonhomme qui est en bas à droite, il a différentes casquettes qui illustrent les rôles à différents endroits de l'organisation. Et selon la casquette qu'il porte, il a une position hiérarchique ou pas. Et donc, on défusionne en fait la personne de sa fonction, et ça fait toute la différence en fait. Euh, Parce que on s'adresse de rôle à rôle et on se fait des demandes de rôle à rôle, et ma position hiérarchique, elle est due à une des casquettes que j'ai, qui elle est représentante d'une équipe par exemple, donc est hiérarchique, mais pas à moi Benjamin en tant que tel. Et puis d'un coup, demain, on peut se redistribuer ces casquettes, et puis je perds cette casquette hiérarchique, soit pour en prendre une autre, soit pour plus en avoir, c'est égal. Mais ça peut évoluer en fait. Donc on fait la distinction entre les rôles qui nous sont confiés et la personne que je suis, qui a sa valeur en tant que telle, quels que soient les rôles finalement. Voilà, donc passer d'une hiérarchie de personnes à une hiérarchie de rôles. En résumé, j'arrive au bout de cette première partie ultra rapide sur les 5 grands éléments de la gouvernance partagée. En résumé, on passe en gouvernance partagée de modèles de gouvernance qui sont certaines fois avec des décisions seulement autoritaires ou seulement tout collectif, vers des décisions autoritaires et collectives selon la situation. Un système de management où
les tâches de management sont centralisées sur un manager, sur un chef, ou inexistantes, le donut, il y a un trou, il n'y a juste personne qui prend, vers des tâches du chef qui sont réparties entre les membres. D'un système où on passe de descriptifs de poste en longue liste de tâches ou alors qui sont inexistants vers des rôles plus petits, dans le sens allégé en fait, où il y a strictement l'essentiel, mais pas trop, où on dit pas aux gens comment, mais on dit quoi et pourquoi, euh, et qui clarifie l'autorité. Pour distribuer l'autorité, ça c'est vraiment essentiel. Si on veut que les gens décident, aillent de l'avant, décident seuls, il faut leur dire précisément sur quoi ils peuvent y aller, et qui sont évolutifs au fil du temps. Passer en termes d'état d'esprit, de posture, passer du prévoir et contrôler ou de chercher systématiquement la meilleure idée vers un état d'esprit qui est dans le ressentir et ajuster. J'ouvre mes yeux, je suis attentif à tout ce qui se passe et quand je perçois des choses qui sont pas idéales au sein de l'organisation, au sein des équipes dans lesquelles je suis, ben, je vais rechercher le prochain petit pas pour améliorer la chose. Et puis passer d'une hiérarchie de personnes à une hiérarchie de rôle. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main. Gabriel Heflinger. Je vous écoute. Oui, bonjour. J'avais une question pour cette hiérarchie des rôles. Je, je me demande si il y a un peu un processus pour essayer de faire en sorte que chaque individu aurait des rôles de hiérarchie supérieure ou des rôles de hiérarchie inférieure, ou si on peut arriver dans des cas où parfois quelqu'un reste entre guillemets que dans des rôles de hiérarchie inférieure. J'entends par là, comment est-ce qu'on peut gérer par exemple justement quelqu'un qui aura plutôt un rôle dans de la gestion globale et qui du coup aura peut-être plus des rôles supérieurs en hiérarchie à une personne qui est plutôt dans l'action et est-ce que c'est quelque chose que vous regardez dans les structures pour qu'il y ait un équilibre ou est-ce que vous partez du principe que ça se fait un peu organiquement? Alors, plutôt organiquement. Donc, on y est attentif, effectivement, c'est-à-dire, bah, en fait, bah, surtout, est-ce que ça dérange quelqu'un qu'on soit dans l'un, dans l'autre, ou tu vois qu'une personne soit que à un endroit, puis jamais à un autre, des choses comme ça. Donc ça, on essaie d'être attentif, notamment parce que bah, si j'aspire à être à un autre endroit, ben, c'est aussi que bah, c'est quelque chose qui me motive, qui m'intéresse, donc qui peut être aussi intéressant pour l'organisation à travailler, sur lequel rebondir en fait. Mais on n'est pas, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas dit, mais dans notre approche aussi à l'instant Z, on essaie d'être attentif à pas être dogmatique. Donc on a un ensemble d'outils très concrets, très pratiques, une méthodologie un petit peu pour ne pas partir de zéro. Maintenant, on amène ça, puis ensuite on voit comment ça fait écho chez l'équipe dans laquelle, ou l'organisation dans laquelle on est, on discute et on voit un petit peu le chemin qui est le plus pertinent pour l'organisation en question. Et pour certaines, ça va être bah, d'essayer d'avoir des personnes qui sont un petit peu aux différents niveaux hiérarchiques. Pour d'autres, ben, en tout cas dans un premier temps, souvent c'est ça aussi, c'est par étapes. C'est dans un premier temps, on traduit l'existant dans ce système-là, donc, au fond, on ne change pas les choses, mais on commence déjà à changer la forme, ce qui va gentiment amener à changer le fond. Et dans un deuxième temps, alors, on fait un pas de plus, où là, il y a des gens qui n'ont jamais été dans des postes de management, qui du coup sont amenés à l'être, en fait. Voilà. On peut y revenir de nouveau à la fin si on veut creuser un peu plus. Alors, oui, mais. Donc, certaines fois, on a aussi pas mal de groupes qui disent, oui, mais nous, on est déjà en gouvernance partagée. On fait déjà ça. Donc là, on aimerait rendre attentif à un certain nombre de choses, ce qu'on veut appeler la gouvernance partagée incomplète. De nouveau, je vais caricaturer un petit peu la chose par souci de simplifier mes propos, mais entre des modèles plutôt orientés entreprise, des modèles plutôt orientés associatifs. Mais en gros, incomplète, pourquoi? Certaines fois, quel que soit le type d'organisation, certaines fois, on manque de sens. On ne précise pas le pourquoi on est là, ce vers quoi on veut aller. Certaines fois, on manque de priorité. Les gens sont incapables de dire non parce qu'ils n'ont pas sous la main une stratégie sur laquelle se reposer pour dire ah bah là ce que tu me proposes en fait ça rentre pas dedans pour cette année donc super bonne idée mais peut-être l'année prochaine. Ou certaines fois et puis ça on le voit très souvent c'est le flou dans le qui fait quoi qui décide sur quoi la partie structurelle qui pêche. Certaines fois c'est ce sentiment de manquer d'efficacité dans cette partie terrain opérationnel. Certaines fois, c'est l'amélioration continue qui est absente. On est systématiquement la tête dans le guidon, mais on n'arrive pas à lâcher les stylos, à prendre du recul, prendre un peu de hauteur et identifier ce qui peut être amélioré. Et d'autres fois, c'est le relationnel
qui n'est pas pris en considération comme étant un élément important à travailler, en fait. On part du principe que les relations, bah, c'est bien pour la vie privée, mais au boulot, on est au boulot. Voilà. Donc, notre approche à l'instant Z, c'est de mettre un point d'attention sur ces 6 dimensions. Et ça nous sert aussi un petit peu de diagnostic, j'y reviendrai tout à l'heure, pour voir où vous en êtes aujourd'hui et où est-ce que vous voulez aller demain. Si je reprends mes deux schémas, type entreprise, type asso, type entreprise, ce qu'on peut voir dans des entreprises qui font des démarches vers la gouvernance partagée, c'est qu'on travaille beaucoup sur ces 3 pôles-là. La partie des priorités, la partie des rôles et responsabilités, la structure, et la partie de l'efficacité dans l'opérationnel. Mais bien souvent, il manque la dimension de profondeur du sens, la dimension de la relation, la dimension de l'amélioration continue, parce qu'on part du principe que finalement, ça c'est un peu un nice to have, et puis c'est pas très important si on ne met pas l'accent dessus. À l'inverse, dans le milieu associatif, on est assez bon pour savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, œuvrer pour un monde meilleur, on a une belle vision et des belles valeurs. On est bon pour prendre du temps, pour discuter, prendre du recul, savoir célébrer un petit peu les succès et les échecs. On est bon pour nourrir la relation. Par contre, ben, on manque de priorités claires, on manque de structure formelle, on manque d'efficacité dans dans les actions en fait. Donc dans ce qu'on vous amène, selon où on atterrit dans l'organisation, on va tirer depuis le tout autoritaire vers un petit peu plus de collectif, à l'inverse, depuis le tout au collectif vers un petit peu plus distribution de l'autorité. Et en gros, on va être attentif à nourrir chacune de ces 6 dimensions qu'on va retrouver dans notre carte de la démarche Z que je vais vous présenter juste après. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle, nous, l'approche intégrale de la gouvernance, où on cherche justement à pas remplacer un modèle par un autre, mais plutôt à tirer les avantages de chacun des différents modèles de gouvernance qu'on a pu voir là, et d'éviter les inconvénients. Voilà, tout simplement. Notre carte, elle est représentée ici, vous la retrouvez sur notre site internet, et on utilise ça aussi comme diagnostic, comme point de départ, surtout dans des grandes organisations. On veut sonder un petit peu les différentes équipes, donc on a un questionnaire pour ça. Voilà où est-ce qu'on en est au niveau du sens, du rêve, du plan d'action, de la célébration, de la relation, que sont les termes qu'on a retenus pour parler des 6 dimensions que je viens de vous présenter. Alors, maintenant, j'aimerais vous rassurer sur le fait que c'est plus simple que cela n'y paraît. Alors c'est vrai et c'est pas très vrai, enfin, il y a un peu des deux, mais en gros pour se dire, voilà, pour se mettre en mouvement, voilà, c'est pas non plus ultra sorcier, toute cette histoire, c'est juste vraiment amener de la clarté sur ce dont on parle et s'assurer qu'on vienne bien nourrir ces 6 dimensions. Et puis c'est là où la notion de réunion intervient, c'est que pour nourrir ces dimensions, souvent les réunions sont des lieux où on peut parler de ces différentes choses. Alors vous allez me dire encore des réunions. Le but ici, c'est pas de vous rajouter des réunions, mais c'est plutôt de mieux structurer vos temps déjà existants de réunion. Voilà, structurer et identifier la juste fréquence des réunions permet in fine de gagner du temps parce qu'on vient nourrir les bonnes choses et on évite de sortir d'une réunion plus frustré que de ce qu'on y est rentré. Dans les 6 différents types de réunions, bah finalement, vous l'avez peut-être compris, on rejoint nos 6 dimensions que je vous ai présentées. La dimension opérationnelle, c'est la réunion qui sera peut-être la plus fréquente. Ici, les barres, la hauteur des barres signifie le niveau de fréquence du type de réunion. Réunion opérationnelle, ben, bien souvent pour des équipes qui bossent, c'est toutes les semaines, voilà, tous les lundis matins, on fait le point sur les tâches, sur la semaine, et puis on se passe les infos qu'on a besoin pour ensuite aller faire le travail. Euh, des réunions de type réorganisation, alors une fois par mois, une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois en fonction de votre situation, mais en gros, c'est se permettre de re-questionner la dimension du plan, de la structure, le qui fait quoi, qui décide sur quoi. Je vous disais tout à l'heure, les fiches de rôle peuvent évoluer. Ben, c'est dans des temps de réorganisation, on va re-questionner ça. Nos règles aussi. On a posé des règles à un certain moment, ben, c'est bien de se donner des espaces pour les remettre en question s'il y a besoin. Et là, éviter de tomber dans le travers de rien faire pendant 6 ans, 7 ans, et puis avoir une structure formelle qui est tellement décalée de la réalité qu'on doit tout remettre à plat, tout remettre à zéro et changer tout le monde de place. Ça, c'est quelque chose qui déstabilise beaucoup. Donc plutôt, on va faire ça régulièrement, par petits bouts. Ensuite, à même niveau de fréquence, entre guillemets, je sais pas, semestriel par exemple, ça peut être de prendre un temps de bilan, prendre du recul sur ce qui s'est passé pendant le semestre, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien. Un temps stratégie, ça peut être juste pour si c'est une stratégie à l'année qu'on a, ben, faire le point où on en est, ou la redéfinir carrément pour l'année qui vient. Et puis pour la dimension relationnelle aussi. Donc ça peut être voilà, 2 jours au vert,
viennent nourrir un petit peu finalement chacune de ces trois dimensions et font le job pour le semestre ensuite. Et finalement, tous les quelques années, de nouveau en fonction des besoins et en fonction du changement de l'environnement aussi, eh bien, se permettre de questionner le sens, notre raison d'être, nos valeurs, notamment aussi pour intégrer des nouvelles personnes qui sont venues en cours de route puis qui ont juste récupéré la raison d'être, les valeurs qui étaient préexistantes, pour qu'elles puissent mieux se les approprier. Une fois de temps en temps, on va se permettre d'aller questionner ces choses-là. Donc finalement, de manière très simple et basique, vous pouvez vous poser la question, voilà, quelles sont les dimensions là que je nourris avec des temps de type réunion, séminaire ou autres qui viennent nourrir chacune de ces dimensions, et quelles sont les dimensions que je nourris pas du tout. Et du coup, là, c'est finalement ma piste d'amélioration qui est trouvée en fait. Je vous partage quelques témoignages clients. En voilà un pour vous dire un petit peu finalement après un accompagnement, enfin de la formation et de l'accompagnement, qu'est-ce qu'on voit comme différence en fait, l'avant-après. Donc là, ce qui est relevé, c'est se connecter à son pouvoir d'agir, avoir le courage d'assumer ses responsabilités, entrer dans une logique d'action, permettre le droit à l'erreur et l'innovation, favoriser la collaboration. Donc voilà ce qui émerge comme étant les plus-values de tout ça en fait. Donc, petit point sur notre programme, je suis presque au bout. Les 5 éléments disruptifs, c'est bon. Les 6 réunions de base, c'est bon. On arrive maintenant à la dernière partie, les 4 obstacles qui vous retiennent la plupart du temps pour franchir le pas. Et puis une Dis-moi, invitation pour le prochain pas. Oui, concernant les réunions, oui, est-ce que c'est une animation partagée ou il y a un animateur ou une animatrice? oui. Euh, c'est le rôle facilitation. Donc c'est plutôt la deuxième version de ce que vous avez proposé. Une personne qui facilite, qui anime. Idéalement différente de la responsable d'équipe pour pas cumuler ces casquettes qui sont de l'ordre structurel. Et puis, idéalement, on a travaillé aussi nos processus. Selon le type de réunion, on n'a pas le même processus. Dans les réunions opérationnelles, c'est un processus très cadré, orienté efficacité, tchac, 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 ça va vite. Du coup, ça bouscule certaines personnes. Mais on rappelle toujours, bah oui, là, ça va vite parce que c'est de l'opérationnel. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tout faire tout le temps comme ça. Derrière, si on se fait un séminaire de 2 jours, bah là, c'est une autre dimension qu'on prend pour faire un bilan, pour réfléchir aux priorités, travailler sur le relationnel. On a d'autres types de processus et un autre espace-temps, en fait, pour travailler ces choses-là, pour en discuter. Donc, une personne et des processus différents. Je pourrais y revenir après si c'est pas suffisant comme explication pour le moment. Donc, les 4 obstacles qui peuvent vous retenir pour essayer de vous libérer un petit peu la capacité d'action. Donc si vous êtes là, sûrement c'est que vous avez un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas, ou alors voilà, des travers dans lesquels vous n'aimeriez pas tomber ou retomber dans ce que vous faites. Ça, c'est un peu, souvent on fait des sondages de qu'est-ce qui fonctionne pas dans votre organisation, et puis ça, c'est les choses les plus marquantes qui ressortent. Manque de clarté sur les rôles et les responsabilités, manque de responsabilisation des personnes, tout est dans l'urgence, pas d'anticipation, les réunions sont longues, improductives, difficulté à décider, etc., etc. Voilà. Donc si vous êtes là et puis vous avez des problèmes, vous souhaitez résoudre, ben, qu'est-ce qui peut vous empêcher finalement à aller vers la solution? Donc le premier obstacle que j'observe dans les interactions enfin, que nous avons observé à l'instant T dans les interactions qu'on a eues avec les organisations, c'est ce truc de ouais mais chez nous, notre organisation elle est trop petite pour faire ça, hein, on est 3 ou 4, donc finalement c'est pas pour nous. Ou à l'inverse, nous on est trop grand, on est plusieurs centaines de personnes, c'est pas jouable. Et donc là, l'idée, c'est de se dire que non, en fait, dans le, dans le monde, bon, nous, dans nos clients, mais aussi à travers le monde, ce type d'organisation est mis en place, quelle que soit la taille de l'organisation de l'entreprise. De nouveau, on adapte ces outils, ces méthodologies en fonction de la taille. Le but, c'est d'éviter l'usine à gaz, d'accord? Si on est 3, ben, on n'aura pas le même niveau de formalisation que si on est 3000, en fait. Donc voilà, il faut que ce soit ajusté, mais finalement, c'est possible. Euh, j'ai encore 2 autres témoignages là à vous partager. Donc cette transformation d'un département dans une entreprise du secteur de l'énergie renouvelable, dans les plus-values retenues après l'accompagnement, c'est la décentralisation des tâches du management, la nouvelle culture d'amélioration continue qui a pu naître, une plus haute responsabilité d'ajustement de la structure et de résolution de problèmes, une plus haute capacité, pardon, et une responsabilisation des membres avec un travail sur le lâcher-prise de la direction.
Donc c'est vrai qu'on parle souvent de responsabilisation des employés, mais pour responsabiliser les gens, au niveau dans les postes hiérarchiques, il s'agit de travailler son lâcher prise en fait et accepter que les choses se fassent peut-être pas exactement comme on aurait souhaité. Et puis dernier petit témoignage, au niveau d'une association cette fois-ci, décentralisation de la responsabilité de la charge mentale. Bien souvent dans les assos, il y a une personne qui tire l'ensemble du groupe et au bout d'un moment, cette personne s'épuise, puis le projet risque de capoter. Une nouvelle culture du droit à l'erreur pour pouvoir tester et améliorer. De nouveau, hein, si on va systématiquement demander validation au collectif, il y aura toujours une personne qui va lever la main pour nous dire partager une peur, un doute. Donc voilà, là on se permet l'erreur en fait, on vérifie juste qu'il n'y a pas de risque majeur. Plus haut niveau de collaboration et responsabilisation des membres qui se sont reconnectés à leur pouvoir d'agir. Notamment, travailler avec les bénévoles, c'est important de trouver moyen de les reconnecter à ça. Obstacle numéro 2, nous ne sommes pas prêts, ce n'est pas le bon moment. Alors, j'ai envie de dire, c'est une bonne question. Est-ce que c'est le bon moment? C'est une question. Voilà, pour nous, le bon moment, c'est en gros si vous êtes en création, parce qu'en fait, vous devez en création réfléchir à comment on va fonctionner. Donc là, c'est idéal, ben, tant qu'à faire, s'y mettre dès le début, à fonctionner comme un peu est notre vision de ce qu'on aimerait être. Si vous êtes en croissance ou en changement de taille, certaines fois, à 4 ou 5, bah en fait, on formalise quasiment rien, puisqu'on se dit les choses, on se voit tout le temps, donc ça va comme ça va tout seul. Mais dès qu'on commence à grandir, 10 personnes, 15 personnes, là, ça commence à devenir vraiment le bazar, parce que comme on n'a rien formalisé, ben, les gens qui arrivent, ils n'ont plus contact avec tout le monde, et du coup, ils sont un peu perdus. Donc, en croissance, c'est un bon moment. Si vous ressentez des dysfonctionnements qui se répètent, voilà, bah, de nouveau, ça peut être le bon moment d'aller voir à l'extérieur pour se faire aider, en fait. Et puis, si vous avez déjà expérimenté seul, mais vous manquez de formalisme dans votre gouvernance partagée, ça on a aussi pas mal de gens qui viennent nous voir pour nous dire, ben voilà, ça fait 2 ans qu'on est en mode partagé ou en horizontal, mais on sent qu'on est arrivé un petit peu à bout de ce qu'on peut faire seul, et puis on aurait besoin de faire un petit peu l'état des lieux, puis de voir comment on peut encore améliorer les choses. Troisième obstacle, chez nous c'est différent, ça ne marche pas. Alors là, je vous invite à travailler sur votre capacité à sortir de cette croyance que chez nous c'est différent, donc ça ne marchera pas. La vérité, c'est que c'est différent chez tout le monde. Nous, on dit, voilà, dès qu'il y a une organisation qui vient, chez nous c'est différent, ben oui, on sait. C'est vraiment différent chez tout le monde. Donc nous, on est attentif, c'est un peu notre job, hein. On a développé aussi cette capacité à bien sonder là où vous en êtes, vos besoins, votre culture actuelle, pour pas vous plaquer tout fait, un truc prêt, euh, un truc tout fait en fait. Donc vraiment travailler avec vous et faire le prochain pas selon là où vous êtes aujourd'hui. Et puis on a pu travailler donc avec tout type d'organisation, presque tous les secteurs, dans le secteur de l'industrie encore pas encore trop. Quoique certaines entreprises comme les SIG à Genève peuvent en faire partie. Mais sinon des associations, des hôpitaux, même des paroisses, voilà, vraiment tout type d'organisation. Quatrième et dernier obstacle que j'ai listé, c'est celui du temps. Nous n'avons pas le temps pour ça. C'est vrai que ça prend du temps pour se former, pour faire le diagnostic, pour amener ça dans les équipes, pour mettre en application ces choses-là. La question du temps, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est une question de priorité finalement. Donc là, de nouveau, je vous pose une nouvelle question à vous, c'est quelles sont vos priorités? Euh, il faut voir un projet, alors ça dépend ce que vous voulez faire. Si c'est juste améliorer vos réunions, ben peut-être ça peut aller de manière assez facile, mais si vous voulez vraiment fondamentalement changer en profondeur votre système de gouvernance, là, ça risque de prendre du temps. Et donc, est-ce que c'est un projet prioritaire parmi tous vos autres projets? Ça, c'est une question importante à vous poser. Si vous avez zéro temps disponible pour ça, ben, c'est probablement pas le bon moment, il faut repousser. Mais il faut être conscient que voilà, c'est quelque chose qui prend du temps. Maintenant, ça prend du temps, mais comme on voit sur cette petite image, souvent c'est pour la bonne cause, c'est-à-dire qu'on s'arrête pour changer des roues carrées avec des roues rondes, et ça veut dire que derrière, on ira beaucoup plus vite. Donc voilà, souvent prendre le temps de s'arrêter, ça permet d'en gagner par la suite. Voilà, je suis au bout. Mon dernier point à vous partager, c'est mon invitation à faire le prochain pas suite à ce webinaire pour ne pas en rester là, ce serait dommage. Dans votre exploration de la gouvernance partagée, votre prochain petit pas en mode agile, comme je vous partageais tout à l'heure, qu'est-ce que ce serait? C'est pas sûrement pas la solution parfaite, sinon vous êtes encore demain, mais c'est plutôt, c'est quoi cette petite planche qui vous permettra de continuer votre chemin d'exploration vers la gouvernance partagée?
Alors j'en ai deux pour vous. La première, c'est si vous parlez en termes d'organisation. Pour mon organisation, et là, le prochain petit pas, ben, dans ce que je peux vous proposer, c'est de faire un entretien. Donc, c'est gratuit et sans engagement. Ça fait partie vraiment de ce premier contact, finalement, pour comprendre votre contexte, savoir où vous en êtes, clarifier vos besoins et identifier ensemble, justement, vos prochains petits pas, que ce soit avec ou sans nous. Et puis, vous partagez peut-être un peu mieux comment on travaille et qui on est. Cet entretien, il sera pertinent si vous avez déjà essayé la gouvernance partagée, mais avec peu de résultats, si vous avez un changement de direction en cours, avec notamment la nouvelle direction qui souhaite amener cette énergie-là. Si vous souhaitez formaliser la structuration du travail, le qui fait quoi, qui décide sur quoi, si vous avez des dysfonctionnements récurrents. Et puis à l'inverse, ben, c'est pas pour vous si aujourd'hui tout va bien. On ne veut pas changer quelque chose qui marche bien. Si vous voulez une recette magique, voilà, ça nécessite qu'on collabore. C'est pas juste nous qu'amenons, puis vous récupérez, puis hop, c'est bon. C'est vraiment un travail commun. Et puis ça m'emmène sur le dernier point. Si vous avez aucun temps à investir là-dessus, je vous renvoie à la question de la priorisation. C'est un projet en tant que tel, donc réfléchissez voilà, dans quel ordre de priorité ça s'inscrit. Bon, ça vous empêche pas de faire un premier entretien avec nous pour clarifier ça. Et puis on verra ensemble si c'est le bon moment finalement ou pas. Pour demander cet entretien, il vous suffit de cliquer sur le lien du formulaire de contact qui est sur notre site internet. Et puis vous allez tomber sur cette page internet-là où vous pouvez renseigner vos informations et notamment votre région ici, puisque voilà, comme on est actif en France et en Suisse, pour qu'on puisse vous envoyer vers la bonne personne et décrire vos enjeux en quelques mots. Vous pouvez aussi me répondre par email, puisque vous avez reçu mon email tout à l'heure pour le webinaire. Voilà, n'hésitez pas à pas trop traîner, parce qu'entre le moment où vous demandez le contact, le moment où on arrive à prendre contact et le moment où finalement on commence à faire quelque chose, ben voilà, il peut se passer un certain temps. Donc n'hésitez pas. En termes de tarifs, on fonctionne avec, comme je disais, plein d'organisations différentes. Donc on a un tarif de base, mais selon votre situation et votre budget, on peut s'adapter. Et puis pour terminer, ben, une des forces de l'instant Z, c'est vraiment notre environnement pédagogique. Vous avez vu un petit peu les icônes, les images qu'a travaillé ben, mon collègue David justement, qui est une illustration de ce qu'on peut faire. On a des supports de cours professionnels pour les formations qu'on donne. On a des fiches pratiques que vous retrouvez d'ailleurs en partie sur notre site internet dans l'espace ressources auquel vous avez libre accès, des fiches PDF, des différents types de processus. On a une constitution qui est aussi à disposition sur internet et on a des outils informatiques aussi pour rendre visible cette gouvernance en cercle et rôle. Voilà, donc certaines fois, on vient aussi nous chercher pour notre force pédagogique. Et puis, votre prochain pas, si vous êtes seul ou si vous êtes facilitateur, facilitatrice ou coach, et que vous accompagnez vous-même les organisations, ben peut-être ça peut être aussi de faire la formation de base aux fondamentaux. Alors je dis si vous êtes coach ou facilitateur, facilitatrice, mais en fait même si vous êtes membre d'une organisation ou dirigeant ou manager et que vous avez besoin de d'abord plonger un petit peu dans ces outils, jouer avec dans des cas fictifs, c'est ce qu'on fait dans cette formation de base qui dure 2 jours. Pour vous faire une meilleure idée et mieux vous projeter sur OK, qu'est-ce que ça peut donner chez moi en fait. Donc certaines fois, ce qui se passe, c'est que les organisations envoient des explorateurs, des exploratrices dans cette formation pour revenir ensuite et faire un débrief à l'équipe sur comment c'était, quelles sont les opportunités, qu'est-ce que ça peut générer. Là, je vais vous renvoyer dans le lien dans le chat pour cette formation de base. Celle-là, on la donne vraiment depuis 10 ans maintenant, donc on l'a vraiment bonifiée, elle est tip top. Les prochaines dates, alors en Suisse, c'est demain et après-demain. Je pense qu'il y a encore de la place, donc si vous voulez 2 dernières minutes, passer vos 2 prochains jours en formation, c'est possible, c'est à Yverdon. Non, je crois que c'est à Fribourg. Et puis sinon, bah, la prochaine, ce sera en mars 2026. Et en France, j'ai pas les dates là, mais l'équipe a commencé à les poser et elles sortiront bientôt. De nouveau, si vous voulez être informé rapidement, n'hésitez pas à me faire un mail. Voilà, je suis au bout de ma présentation. Donc voilà, ça résume les 2 prochains pas. Si vous avez des enjeux organisationnels, ben, c'est plutôt l'entretien au niveau de l'organisation. Si vous voulez faire plutôt une exploration individuelle, ben, c'est plutôt vous inscrire à la prochaine formation de base. Voilà, je coupe l'enregistrement et j'écoute vos questions.